faut que tout le monde y aille avec beaucoup de ferveur, beaucoup d'envie, beaucoup de joie, beaucoup de... Voilà. Et nous, on est dedans, à la fois par des projets, évidemment, qui ont été initiés par nous et qui sont portés en partie par Marseille-Provence 2013, mais plein d'autres choses que nous faisons tout au long de l'année, notamment dans la salle, puisque cette salle nous permet de faire vivre la musique d'aujourd'hui en particulier, mais pas seulement, musique baroque, la musique populaire, traditionnelle, etc. Donc on est en plein dedans, on est au cœur de la ville, on se sent tout à fait un des acteurs importants de Marseille-Provence 2013, Marseille, aujourd'hui capitale européenne de la culture. C'est quelque chose d'important pour vous, justement, notamment pas uniquement en termes de lien entre les différents acteurs de la vie culturelle marseillaise, mais même par rapport à l'extérieur, par rapport à l'image de la ville, qu'on a évoqué tout à l'heure sur le premier plateau, notamment parler de Marseille qui se passe dans les médias, qui parfois est médiatisé sur certains aspects et pas sur d'autres, de montrer que la vie culturelle est vraiment intense. C'est très important de montrer que c'est une ville qui a une énergie, et que cette énergie-là est une énergie qui est porteuse de quelque chose de positif. Il n'y a pas que des choses négatives, il y a évidemment quelquefois des bruits de Kalachnikov ou de choses comme ça, c'est cela qu'on médiatise, mais sont quand même des choses qui ont une portée très limitée, c'est très dramatique. Mais la vie de cette ville est une vie aussi culturelle et très importante de ce point de vue-là. J'en perds même la voix. Comment justement, on pourrait dire, les deux invités non marseillais de ce plateau perçoivent ce genre d'événement, qui est très médiatisé notamment pour son lancement, mais qui ensuite, comme on l'a dit, va durer tout au long de l'année. Qu'est-ce que ça représente pour vous deux, Marseille, Victoria Armandieva par exemple, cette ville? Pour moi, tout d'abord, ça représente mon travail avec Roland Réveillant et Musique à 13. Je dois être sincère. En fait, le lien avec cette ville a commencé comme ça. Et puisque je suis venue assez souvent et je viens souvent, je trouve que c'est extraordinaire de pouvoir décentraliser la culture de ces grands monopoles tels que Paris ou Berlin, enfin, je sais pas, et que Marseille, une ville du Sud, en fait, devient un lieu d'accueil d'un tel grand événement. Et enfin, je trouve ça extraordinaire. C'est une ville qui est proche aussi du Maghreb. Enfin, il aura plein d'échanges, j'en suis certaine. Et surtout, je trouve que des événements comme ça sont des événements qui jettent quelque chose dans le futur. Ça s'est fait aujourd'hui, mais ça sera important pour la suite. C'est pour ça, c'est magnifique. Jay Gottlieb, cette ville, qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Déjà, quand on arrive à la rue Grignon à Marseille, on voit un panneau qui indique Musique 13, justement, comme un lieu, comme un temple ou une église, etc. Ça en dit long, déjà. Voilà, donc ça, c'est déjà pour entrer dans la matière. En tant que New-Yorkais de base, Parisien d'adoption, voir une ville comme Marseille qui... a cette énergie extraordinaire. Bon, c'est un miroir, je trouve, de tout ce qui se passe. Voilà, tout simplement. L'énergie new-yorkaise légendaire, l'énergie marseillaise, bon, miroir. Victoria vient de citer Berlin dans le lot. Énergie berlinoise, bon, énergie marseillaise. Voilà, tout à fait. Et ça fait un réseau extraordinaire de lumière, on peut dire, un réseau d'énergie, tout ce qu'on veut justement nommer, qui dépasse même notion de frontières, etc. Il y a tout cela qui existe là. Et on en jubile, évidemment, quand il s'agit de musique de notre temps, là, pour les missionnaires que nous sommes qui la défendent, encore plus de jubilation à avoir. C'est Maurice Ohana, effectivement, le sujet de ce centenaire, qui nous a réunis, déjà Roland et moi. Et ironiquement, au moment de la mort, on s'est rencontrés littéralement à l'enterrement de Maurice Ohana. C'est vraiment incroyable, en ayant œuvré chacun tellement pour cette musique, dans cette musique. Et puis, on se rencontre là au moment, et bon, le message était clair pour nous tous, pour nous à ce moment-là, voilà. On doit la servir, cette musique, dorénavant.
Alors, Victoria, vous l'avez joué il y a quelques jours ici à Musica 13, notamment dans un récital. Oui. Jay, je crois qu'à la fin du mois, le 30 janvier, également lors d'un récital, vous jouerez également du Ohana, plusieurs événements tout au long de cette année. J'invite d'ailleurs les internautes de Colleuse à retrouver les anciens entretiens qu'on avait fait avec Roland, où il avait longuement évoqué de manière assez intense, effectivement, Maurice Ohana. Cet anniversaire, j'imagine que c'est aussi un moyen, même c'est toujours un peu les anniversaires, de mettre un petit peu les projecteurs sur un nom, un compositeur qui malheureusement quand même, malgré tout, reste encore peu joué. Comment on explique un petit peu ce côté un petit peu presque oublié parfois de la personnalité d'Ohana, qui reste quand même un acteur majeur de la vie musicale du XXe siècle? Je ne sais pas qui veut commencer sur ce vaste débat. C'est un vaste débat. C'est un très vaste débat. C'est le problème de la seconde moitié du XXe siècle. C'est sûr que l'après-guerre a créé des chapelles. On sait bien qu'en musique, il y a toujours eu des chapelles, on a toujours appris ça. Et que dans les chapelles, vous savez, c'est comme en politique, il faut faire partie d'un courant. Si on ne fait pas partie d'un courant, on n'existe pas. Or, Ohana a dès le départ déclaré qu'il serait indépendant. Et moi, je crois que c'est évidemment la bonne voie, parce que c'est la bonne voie pour travailler en toute sérénité et faire la musique de ce que l'on est, et pas la musique comme on voudrait qu'elle soit. C'est-à-dire, lui, il s'est dit, Jay le disait tout à l'heure, anonyme du XXe siècle. Anonyme du XXe siècle, ça veut dire quoi? Ça veut dire je fais la musique que je dois faire. Je ne fais pas la musique qu'on attend de moi. Et ça, c'est la chose la plus essentielle. C'était ce que Debussy disait. C'est ça qui est très important. Donc, il y a là une continuité, d'ailleurs, entre Debussy, Dutilleux, Ohana et ces gens-là, qui est très forte, qui est très importante. Et les artistes, les musiciens, ne se trompent pas. En général, quand on joue cette musique, on ne se trompe pas. Il est arrivé que certains, je pense à certains pianistes, disent cette musique-là ne vaut pas grand-chose parce que tout n'y est pas écrit. Moi, je dis l'inverse. Cette musique vaut beaucoup parce que tout n'y est pas écrit. C'est là la force, justement, de cette musique qui, il est vrai, pose ce problème-là au XXe siècle, parce qu'on n'avait plus l'habitude, pose un problème de tradition orale, entre guillemets. C'est-à-dire, s'il n'y a pas une chaîne de gens pour dire c'est ainsi, ou des gens qui ont une très forte sensibilité pour ressentir la musique et être assez libres pour l'inventer. C'est-à-dire, il faut l'inventer, cette musique. À ce moment-là, on se trompe et on ne sait pas. Mais quand on sait faire, c'est absolument génial. Il y en a eu d'autres, comme ça, des Chelsea, des gens comme ça. Il y en a eu beaucoup, des compositeurs comme ça. C'est, à mon avis, là où les musiciens se sentent, les instrumentistes, chefs, etc., les chanteurs se sentent le plus en osmose parce qu'ils sentent qu'ils ont un rôle indispensable et qu'il y a là quelque chose qui se passe entre le créateur et eux qui est très fort. Et cette chose-là, en résonance, eh bien, elle résonne sur le public et ça devient quelque chose de formidable. Victoria Armandieva, comment vous vous souvenez la première fois que vous êtes rentrée, que vos oreilles sont rentrées en contact avec la musique d'Ohana? En fait, ça fait déjà longtemps parce que j'ai joué des pièces qu'il a composées pour 2 pianos. Et puis, c'est à ce moment-là que j'ai découvert sa musique. Mais j'ai vais faire juste une ouverture en disant que oui, pour moi, c'est un grand compositeur. Parce que qu'est-ce que c'est un compositeur? C'est quelqu'un qui écrit, qui crée de la musique, mais un grand, c'est quelqu'un justement qui a le courage d'en dire quelque chose. De soi, sans peur de décevoir ce que les autres attendent ou regardent en lui. Et puisque j'ai la chance en fait d'être entourée de 2 personnes qui l'ont connu, pour moi c'est une musique qui vraiment qui est dans ma peau. En fait c'est quelqu'un, j'aurais presque la non-modestie de dire que c'est une musique que j'aurais pu dire. Et c'est dans ça, je suis d'accord dans cette direction, je suis d'accord avec Roland, c'est qu'il y a quelque chose à inventer là-dedans et ça permet de vivre soi-même. Je me sens vivante, même si lui, il n'est plus là, je le sens tout près.
Vraiment, c'est un grand pour moi. Voilà. Juste pour dire que par exemple dans Swan Song, il y a une phrase d'ailleurs qu'il emprunte à Ronsard, mais qu'il fait sienne complètement. Il dit suis ton chemin, prends mon chant, c'est le tien. Voilà, c'est tout à fait ça. Et ça c'est formidable, cette modestie par rapport à l'objet. Qu'on a construit, c'est formidable. Je peux juste ajouter, c'est aussi une musique qui donne, pour moi elle est très écrite, bien évidemment, mais qui donne la possibilité d'être très grand, qui donne la possibilité aussi de dire quelque chose de soi. Et ça, c'est magnifique. J. Gottlieb, dans cette œuvre très très vaste, protéiforme d'Ohana, quelle valeur vous donnez particulièrement à l'œuvre le piano d'Ohana? Le piano d'Ohana, c'est lui-même, c'est-à-dire qu'il était merveilleux pianiste, très important de se rappeler de ce fait. Et les séances de bonheur qu'on a pu avoir ensemble auprès de son magnifique Steinway de New York, auquel il tenait absolument totalement, étaient les plus grands joies parce qu'on se jouait l'un pour l'autre tout le répertoire du piano, absolument tout, avec commentaires de chacun, de ce qu'on pensait, partage, échange réel, vraiment entre pianistes et puis entre compositeurs, parce que j'étais compositeur aussi. Donc mon point de vue n'est pas uniquement d'exécutant, aussi de compositeur. Donc échange compositionnel, échange pianistique, échange musical, échange absolument sur tous les points, de tout le répertoire, ça j'insiste encore une fois. Et puis évidemment, entrer dans la matière fondamentale de sa musique même, bien sûr, précieux de pouvoir dialoguer avec un compositeur en direct. Le mot qui sort et qui rejoint ce que je dis mes collègues, évidemment ça devient, chaque note devient personnelle et appartient à chaque personne parce qu'il était absolument engagé dans la notion d'animal. Et j'insiste sur ce mot. Et la manière de... Je vais éviter le mot attaquer parce qu'il ne s'agissait absolument pas de ça, mais juste de produire quelques sons devait être comme animal, et je fais le geste qu'il faut justement là-dedans, comme ça, et pas attaque, animal, tigre, chat, que sais-je. Pour une des études qu'il m'a dédiée, il écrit en note, en forme d'expression dans une mesure, chat sur le clavier. Ça dit tout au long de ce qu'il attend, pour un petit passage qui monte comme ça, jusqu'à un chat. Tigre, le mot revient tout le temps, dans toute son œuvre, tout le temps. Les trois contes de l'honorable Fleur, dans Avoira, le tigre et partout. Le rapport afro-cubain, le rapport rituel, tout cela. Donc évidemment, chacun fait de soi le rite de l'animal, de ce qui dépasse le moment où on est. Il parlait tout le temps de l'ancestral. L'histoire n'intéressait pas, l'ancestral l'intéressait beaucoup plus, par exemple. Sans dit longue. Je pourrais parler pendant des heures, mais on n'est pas ici pour donner une masterclass. Mais nous sommes évidemment, logiquement, presque habités tous les trois par cette personnalité. Qu'est-ce qu'il faudrait justement pour, j'ai utilisé presque un mot un peu barbare, presque pratique, pour que justement la musique d'Ohana sorte un petit peu du cercle des fans d'Ohana et puisse justement toucher, parce qu'elle peut toucher en plus un public beaucoup plus large que celui qu'elle touche actuellement. Qu'est-ce qu'il faudrait? Peut-être par rapport, je ne sais pas, au programme que chacun vous avez décidé de développer, de jouer cette année, dans cette année anniversaire, pour que justement la musique d'Ohana puisse vraiment vivre et surtout toucher de plus en plus d'auditeurs. Je ne sais pas qui veut commencer. Moi, je dis juste une chose. Après, je les laisserai compléter, continuer. Lorsqu'il a vécu, il a écrit dans une période effectivement assez controversée. Et je pense d'abord qu'il faut un petit peu du temps. Il faut du temps, il faut l'accepter. Et c'est justement, il faut accepter la nécessité du temps et décider de la jouer. Et je suis certaine que ça va donner suffisamment la visibilité de ce compositeur et qui va sortir en fait de cette
anonymat, d'accord, qu'il a choisi, mais nous, aujourd'hui, nous avons le choix de donner une autre direction à sa musique. En ce qui me concerne, je vais la jouer beaucoup. Moi, je pense d'abord que quand il s'est dit anonyme du XXe siècle, il ne se disait pas anonyme du XXIe. Ouais, exactement. Très sincèrement, je crois que c'est exactement ce que je voulais dire. Il avait vraiment une conscience absolue qu'un jour, sa musique, voilà. Et je le crois profondément. C'est-à-dire, je le vois, on le voit d'ailleurs beaucoup avec les jeunes qui s'emparent de cette musique. Pour l'instant, ceux qui s'en emparent le moins sont les programmateurs. Pour des raisons vraiment qui sont du au ras des pâquerettes, enfin, qui n'ont pas de sens de réalité. Donc je pense que les choses vont se faire et qu'il ne s'agit pas de forcer les choses. Finalement, le pire qui pourrait lui arriver, c'est qu'il devienne à la mode. Parce que ça n'est pas le chemin finalement qui lui convient. Je pense que finalement, comme Debussy, parce que nous, Debussy s'est intégré, mais je me souviens que moi, quand je commençais mes études de piano, quand on faisait Debussy, on faisait de la musique contemporaine, et il n'y a pas si longtemps que ça quand même. Donc, j'avais des profs pour qui c'était déjà faire de la musique contemporaine, alors que dans les années 70, excusez-moi, des compositeurs, il y en avait déjà beaucoup, qui étaient beaucoup plus contemporains que Debussy. Donc là, vraiment, je pense qu'il va y avoir quelque chose qui va se faire, et il faut laisser le temps au temps. La notion du temps, d'ailleurs, est une notion qu'il a beaucoup développée. Le temps, comme un temps rond, hein, finalement, c'est le temps de Jean Giono, ce temps rond, c'est-à-dire pas forcément une ligne vers laquelle on va, mais le temps de l'oiseleur, celui qui attend que les choses lui parviennent et qui capture ensuite l'oiseau, mais parce que l'oiseau vient ici, hein, c'est-à-dire il est dans son repère et il attend. Je crois que c'est cela qui le caractérise le plus et qui va faire que les choses vont se faire. Moi, j'engage beaucoup les jeunes chefs, etc., mais ils le font, j'ai même pas besoin de leur dire, parce qu'ils ont tous envie de le faire, à diriger ces musiques-là, parce que d'abord, c'est extrêmement formateur, ça apprend la liberté. Moi, ça m'a appris la liberté. C'est-à-dire qu'on a toujours été extrêmement conscient de qu'il fallait faire les notes. On a souvent oublié ce qu'il fallait faire entre les notes. Et c'est très important, ça. Et Ohana lui-même me disait dans une œuvre qui est horriblement difficile, Cri, d'ailleurs qu'il a pas renié, mais qu'il laissait un peu, parce que c'était une œuvre d'expérience, comme on a fait beaucoup dans les début des années 80, fin des années 70, beaucoup d'expériences comme ça. Il disait, mais fais chanter ceci, etc. C'est-à-dire qu'on n'était plus du tout dans ce qui était complètement métrique, écrit, etc. On était un tout petit peu ailleurs. Et là, on comprend qu'en fait, la musique de quelqu'un qui écrit à 40 ans, c'est plus la même musique de la même personne à 60 ans. Il l'entend lui-même autrement. Donc il faut accepter ça, cette espèce de dogme qui serait que une musique d'un compositeur ne doit jamais évoluer parce que lui l'a joué comme ça, lui l'a entendu comme ça. Je trouve ça absurde. Je pense que la musique appartient à ceux qui la font. C'était ça qui était formidable. Moi, il me disait, très humblement, je lui dis, est-ce que tu penses que ça va comme j'ai fait? Il me dit, mais c'est toi, ça t'appartient. Vas-y. Je peux me permettre juste d'ajouter quelque chose à ce que Roland vient de dire. Dans ce milieu quand même de l'art et de la musique, où tant des blessures, autant des égos existent, c'est un grand acte en fait de don. C'est un don de pouvoir dire à un collègue ou à un musicien ou voilà, à un ami, dire voilà, fais ce que tu souhaites, je t'ai fait confiance pour ce que tu fais. Voilà, moi je regrette un peu de ne pas l'avoir connu, mais j'ai des messagers autour de moi et j'ai les rencontres là. Qu'est-ce que le messager Jay Gottlieb veut jouer d'Ohana cette année, dans cette année anniversaire? Quelles sont les œuvres que vous avez envie
porter cette année? C'est-à-dire la proclamation existante, c'est qu'à Marseille, ici donc à Musique à 13 et 30, il y aura une sélection des 6 études. Dont certaines qui me sont dédiées, parce que c'est 6 et 6, hein, il y a 2 livres et je pioche dans les 2 livres, donc certaines qui ne sont pas dédiées, certaines qui le sont, mais une bonne pain. Dans d'autres concerts, ailleurs, à Paris par exemple, je vais jouer et les études et les préludes, donc sélection justement, voilà, entre ces 2. Voilà. Pour revenir à ce que nous sommes en train de dire, oui, effectivement, la notion de, voilà, ceci t'appartient, c'était tout le temps avec lui. Mais un vrai dialogue était possible. Et il y avait d'énormes changements grâce aux réactions que j'ai pu avoir quand il était à l'état d'ébauche de certaines des études écrites pour moi. On était au piano en train d'expérimenter avec, voilà, en train de, voilà, échange, comme toujours entre nous, au clavier, formidable. J'étais en train de, voilà, jouer, voilà, de nouvelles pièces qui viennent d'être notées. Et puis tous ces mesures ici étaient dans une seule pédale. Oui, j'aime. Alors, donc, vendu. J'adore. C'est-à-dire un vrai échange. Et évidemment, c'est avec tous les autres musiciens avec qui j'ai travaillé. C'est un clarinettiste, et peut-être si on faisait ça, c'est un chanteur, disait, et puis. Il était tout à fait adaptable et tout de suite, mais absolument aucune hésitation. Voilà. Adopté. Et donc c'est formidable. Pour revenir à l'autre point qu'on faisait anonyme du 20e et pas du 21e, ou ni du 22e ou 23e, si le monde n'explose pas d'ici là. Effectivement, il était tellement, comme je dis, ancestral, un des adjectifs qui sortaient très souvent de sa bouche. Et il voyait très bien justement le grand tableau, le grand labyrinthe de l'existence, beaucoup plus loin que les années 60 ou les années 70 ou les années 80, beaucoup plus large. La preuve, la musique qu'elle a écrite, qui est en avance sur tellement d'éléments, d'aspects. Je reviens à la pièce que nous allons jouer le 27 à Aix, à Voix, sa dernière création, où j'étais, à la création mondiale d'ailleurs. Les gens sont en choc quand ils attendent, justement parce que la musique du world music, qui est maintenant très tendance, justement, à parler de cela, est là, évidemment. Mais en 90, j'ai déjà fait bien longtemps. Et il est déjà là-dedans. Et c'est un choc pour beaucoup, justement. Il était certainement absorbé de ça. Vous venez de le citer, donc le 27 janvier, Festival Présence, donc il y aura cette soirée, ce concert avec votre ensemble, Roland. Parlez-nous un petit peu justement de tout le programme de cette soirée Voix de la Méditerranée. Alors c'est un programme qui est autour d'Avoa, bien entendu. Vous savez qu'Avoa c'est un grand chœur avec des solistes et puis 2 pianos et 2 percussions. En fait, Maurice avait fait ça comme un pendant à Nos de Stravinsky. Mais on ne va pas faire Nos de Stravinsky en face, puisque ça n'a pas un grand rapport avec la Méditerranée. Par contre, il y a une œuvre formidable d'Alla Piccola qui s'appelle Cantiti Pregionia, et qui requiert 2 pianos, 2 harpes et 2 percussionnistes, et 6 percussionnistes cette fois-ci, un chœur aussi, et qui finalement entre magnifiquement en résonance, parce que autant dans Avoa passent de façon éphémère les chants des Noirs africains qui étaient maltraités, qui étaient des esclaves, autant on entend les prières de condamnés à mort dans la pièce de Dalla Piccola. Et on voit bien qu'il y a quelque chose, qu'il y a une résonance entre les pièces. L'une écrite évidemment au moment de la Seconde Guerre mondiale, et l'autre est écrite par quelqu'un qui a vécu cette guerre-là, qui a été dans l'armée anglaise, qui s'est battu, qui a défendu des choses, et on sent qu'il y a quelque chose qui résonne. Mais entre les 2 pièces, et ça me paraît très important, il y a une création de quelqu'un d'aujourd'hui qui, pour moi, est quelqu'un qui rentre en résonance totale. Très curieusement, en discutant, on s'est rendu compte que Zad Multaka, c'est celui dont je parle, le compositeur dont je parle, a déjà rencontré Oana, puisqu'il est allé comme pianiste à l'Académie Saint-Jean-de-Luz, l'Académie Ravel. Oana en était le président.
et Oana l'entend, et je me souviens très bien que Oana m'a appelé et m'a dit « J'ai rencontré un jeune pianiste libanais qui est formidable ». Et ce jeune pianiste libanais est ensuite allé chez lui. Et ce jeune pianiste libanais, finalement, sans qu'il y ait eu plus de contact que ça, a poursuivi le même chemin. J'arrête le piano et je compose. C'est un peu le même chemin. Et moi, j'y vois quelque chose, non pas... Enfin, j'y vois quelque chose de très fort parce que c'est un peu la même démarche. Zad est quelqu'un qui travaille le son de la même façon. C'est un autre univers. C'est quelqu'un qui vient évidemment du Liban, dont on connaît évidemment les difficultés, etc. Mais comment dire, de ces difficultés, on fait une force, une musique d'une grande force, et qui rejoint, qui se marie d'une manière extraordinaire. Elle a 20 ans de plus, cette musique-là, hein, on est ailleurs déjà, loin, loin après, mais les racines sont les mêmes. Les racines sont absolument les mêmes. Il ne faut pas oublier qu'Oana est né à Casablanca. Pour des ambassadeurs de la musique contemporaine comme vous, j'imagine que jouer des vrais contemporains, c'est des compositeurs avec lesquels on peut encore converser, c'est quelque chose d'essentiel, de pas en permanence. Moi, juste avant de dire, je vais juste dire une chose. Moi, hier après-midi, on a travaillé avec les instrumentistes seuls, enfin les parties d'orchestre. Je me suis régalé parce que je veux dire, on invente des choses sur place. On cherche tous ensemble, on est tous unis dans quelque chose. On n'est pas en train de faire bêtement une partition qui est préalablement construite. Elle est là, elle est là. Les notes sont là, ils ont dû travailler les traits, etc. Mais on va toujours chercher au-delà. C'est ça qui est formidable. Avec ce type de compositeur, c'est formidable. Il a une ouverture. Pardon, Jay, juste. Autour de cette table, je viens de me rendre compte de quelque chose. Parce que moi, c'est grâce à Zad Moultaka, parce que je l'ai rencontré exactement au moment où il laissait tomber son instrument et il faisait la transition vers la création, écrire. Et je pense que pour moi, à ce moment-là, eh ben, j'ai découvert vraiment la musique contemporaine. Et je me rends compte aujourd'hui que peut-être la personne qui nous réunit tous, qui a fait que tous nous sommes là, eh ben, c'est Maurice Oana. Je pense peut-être. Et s'il a cette dimension ancestrale, je n'ai pas entendu de lui, mais je l'entends de Jay là, peut-être c'est ça. Et quelle richesse de pouvoir échanger avec une personne vivante qui est là et qui dit voilà ce que j'ai à dire, fais-le. Enfin, c'est vivant, c'est vivant. L'échange avec le compositeur pour l'interprète que vous êtes, c'est quelque chose qui vous fait appréhender votre piano différemment que lorsque vous êtes juste seul avec une partition d'un compositeur qui malheureusement n'est plus ce monde. Ça donne une dimension supplémentaire. Je ne peux pas dire que ça change beaucoup parce que justement un grand compositeur, enfin très grand, un grand compositeur, il va dans le sens de l'interprète. Donc c'est juste pour moi extraordinaire de pouvoir puiser à la source, de pouvoir vraiment directement être là où ça se fait et non lorsque ça a été fait. Oui, c'est le chemin conception-réalisation, voilà. Évidemment. Bon, on peut faire des analogies avec Beethoven, avec Mozart, avec Chopin, avec Brahms. Par rapport à ce qu'on vit avec les compositeurs vivants, évidemment. Et on peut voir justement ce chemin entre conception et réalisation. Et on peut même bien l'imaginer pour les gens qui ne sont plus de ce monde. Donc il y a un va-et-vient. Pour moi, ce n'est pas ou l'un ou l'autre, évidemment. Bon, peut-être la loi du marché, il y a peut-être une certaine demande pour quelqu'un qui gagner une certaine notoriété dans un certain domaine. Mais ça ne fonctionne pas réellement pour le musicien. Point. À la ligne. On fait nos analogies en utilisant évidemment tout l'arsenal. Et je veux dire, tout l'arsenal, je veux dire, 12e siècle, 5e siècle, que sais-je, 16e siècle, 18e siècle, hier, 2013, 2010, 2006, 2020, et tout est réuni. Et oui, je trouve qu'il y a tout influence tout. Comme disait Weber, rien n'est une idée secondaire.
Tout est une idée principale. D'autres rendez-vous avec la musique de Anna, Roland, avec votre ensemble Musique à 13 cette année, pour cette année anniversaire? Tout au long de l'année, je crois que dans chacun des concerts que nous donnons, il y a quand même un rapport à Oana, sinon une de ses œuvres. On va évidemment redonner Swan Song. Et puis plusieurs Nuits de Pouchkine également, des pièces comme ça qui sont purement vocales, mais aussi les Cantigas, qui est une formidable qu'on va donner plusieurs fois. Voilà, enfin, il y a quand même beaucoup de musique qui va être jouée, en tout cas par nous, et moi j'incite surtout les autres à la jouer. Bien entendu, c'est très important. Et à l'écouter, puisqu'on peut écouter du Maurice Ohana sur Cobuzz. Bien sûr. Je vous remercie tous les trois. Je précise que Zad Moultaka, dont on a prononcé le nom à plusieurs reprises ici, sera là tout à l'heure en direct. Également, pour patienter, vous pouvez toujours écouter le podcast que nous avions fait avec lui il y a quelques années, où justement on avait longuement évoqué son parcours. Mais en tout cas, il pourra donc évoquer cette œuvre tout à l'heure. Merci à tous les trois. Merci beaucoup. Merci. Voilà, une bonne chose de faire. Toujours. Très belle question. Heureusement, c'est lui.